2022. Dimitri Pavlenko. Personne n'a jamais dit qu'être Premier ministre était une sinécure. On parle plutôt de l'enfer de Matignon. Ça semble se confirmer pour Elisabeth Borne qui voit s'accumuler les nuages, des petits et des gros. Alors, il y a la fermeture de Vallourec à Saint-Saulve. Ça vous rappellera peut-être ArcelorMittal à Florange en 2012 ou Whirlpool en 2017. Il y a aussi cette histoire de contrôle technique des 2 roues que le Conseil d'État souhaite voir rendu obligatoire au 1er octobre. On voit mal le mouvement motard rester inerte. Il y a l'inflation qui appauvrit les Français. Il y a l'affaire du Burkini à Grenoble, cette affaire Jérôme Perra aussi en Dordogne. Bref, les ennuis commencent pour la Première ministre. On en parle ce matin avec Charlotte Dornelas de Valeurs Actuelles. Bonjour Charlotte. Bonjour Dimitri. Fatia Gagboudjalat, essayiste, enseignante. Bonjour Fatia. Bonjour. Et David Revaud-Dallon, rédacteur en chef du service politique au Journal du Dimanche. Bonjour David. Bonjour Dimitri. Alors, premier sondage, Odoxa, Le Figaro, le regard des Français sur la nouvelle Première ministre. C'est donc dans Le Figaro. 71% des personnes interrogées reconnaissent à Elisabeth Borne de l'autorité. 69% de la compétence, de la solidité et du dynamisme. Alors attention, ça va baisser. Ouverture au dialogue, 51%. Sympathique, charismatique, capable de tenir tête à Emmanuel Macron, proche des préoccupations des Français. Là, on a 40 à 45% des Français seulement qui sont convaincus. Est-ce que sa nomination, le signe qu'Emmanuel Macron a changé? Non, 57%. Bon, on a un peu planté le décor, là, quelque part, hein, David. Oui, mais je trouve que, justement, les réponses des Français montrent que l'opinion analyse assez finement la situation politique et les raisons, d'abord, de la nomination d'Elisabeth Borne, et puis, à la fois, ses atouts et les fragilités de sa position. Évidemment, femme de dossier, sérieuse, avec de l'autorité sur ses troupes, sur l'administration. En aura-t-elle sur le plan politique? C'est la vraie question. D'abord sur la majorité, puis sur son futur gouvernement, qui sera annoncé dans les prochaines heures. Véritable question. Et puis, je pense que les Français, ils ont bien compris que le véritable patron, ça allait, comme d'habitude, comme toujours, comme avec son prédécesseur Jean Castex, ça allait rester Emmanuel Macron, à la fois sur la conduite des politiques publiques, mais aussi des affaires plus politiciennes. Je pense d'abord aux législatives. Ah ben oui, parce que la France n'en peut plus d'attendre, David. Paris bruise de rumeurs. Mais oui, Kylian Mbappé va-t-il rester au Paris Saint-Germain? Je plaisante. Ah oui, non, mais c'est vrai en plus. Mais ça passionne plus Kylian Mbappé que le casting gouvernemental. Mais quand même, il y a des noms. Est-ce qu'on a des noms? Moi, j'ai des listes. On m'envoie des listes. Il y a énormément de listes qui circulent. Qui tiennent toute la route. Hein, qui tiennent toute la route, à part quelques incongruités, mais pour la plupart, c'est quand même assez bidon. Mais c'est vrai qu'on a quelques quasi-certitudes. On a quelques membres éminents de l'équipe précédente qui devraient rester. Darmanin, Le Maire, Le Cornu, qui devraient même monter en puissance. On a quelques personnalités qui ont été citées pour Matignon, qui devraient aussi faire leur entrée. Je pense bien sûr à Catherine Vautrin, voire Marisol Touraine. Elle est citée aux armées. Voilà. Alors, il faudrait que vous m'expliquiez pourquoi Le Cornu monte en gamme, monte en grade, pardon, merci. Alors qu'il a été nul. Complètement nul, absent des territoires ultramarins, qu'il n'a vu aucune crise venir. C'est vraiment, je trouve qu'avec Emmanuel Macron, on a un théâtre de marionnettes, des politiques qui sont complètement démonétisés, et tout ce qui compte, c'est les directeurs de cabinet qui s'entendent avec le secrétaire général de l'Élysée. Et voilà. Et Macron a choisi le directeur de cabinet d'Elisabeth Borne. Donc comme il avait choisi celui de Jean Castex. Toujours. Et comme il deal en direct avec eux. Donc ces politiques qui sont promus parce qu'en fait, ils ont l'air de peser quelque chose au niveau local, il nous parle tout le temps d'ancrage local, mais ça n'a aucun sens. Dans le cas de Le Cornu, non mais vous avez raison sur la maîtrise des cabinets ministériels par l'administration élyséenne, ça c'est un fait, c'est le grand fait politique de ce quinquennat et du précédent, donc je ne vois pas pourquoi il s'arrêterait. Le Cornu, tout simplement, il est récompensé parce que vous savez qu'il a travaillé beaucoup avec les élus locaux. Parce que c'est un faillot. Macron ne récompense que l'obséquiosité. Il ne récompense pas la compétence et même pas la loyauté. Simplement l'obséquiosité. Vous exagérez un peu parce qu'Elisabeth Borne, pour le coup... David, parlez dans le micro, s'il vous plaît. Pardon, pour Elisabeth Borne, pour le coup, il récompense une forme de loyauté et de maîtrise des dossiers. Pour le coup, il récompense même le fait qu'elle a absolument appliqué ce qu'il voulait à la lettre et sans le moindre écart. Il voulait un utérus, donc dès le début, quand même, il a limité sa légitimité en disant « je veux une femme ». Ah, super. Fatia avance au lance-flamme. Alors, je vais satisfaire un peu la curiosité de nos auditeurs. Hein. Moi, de ce qu'on m'a envoyé, mais ça vaut ce que ça vaut. Édouard Philippe aux affaires étrangères. On cite aussi Bruno Le Maire.
l'outre-mer, qui pourrait aussi aller à l'éducation. On parle de l'entre-gouvernement de Jean-Marc Jancovici, pas très connu du grand public, mais c'est un très bon connaisseur des questions environnementales et notamment énergétiques. Catherine Vautrin, qui a été un pressenti pour Matignon aux armées. Alors Darmanin resterait au ministère de l'Intérieur. On l'envoie à la justice également, Catherine Vautrin. Voilà, et Charlotte Dornelas se désespère que Éric Dupond-Moretti, dans certaines listes, reste à la justice. Voilà. Oui, c'est pas... Non, mais en tout cas, pas ma vision de la justice. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, ça traîne en longueur pour ce casting gouvernemental, alors que ça bloque un certain nombre d'arbitrages politiques sur des sujets urgents. On a par exemple à Bercy, qui sera le locataire de Bercy, la lutte contre l'inflation, le paquet pouvoir d'achat. Alors qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Est-ce qu'on creuse le déficit? Est-ce qu'on augmente les impôts? Tiens, est-ce qu'on augmente les impôts? Je lis un peu partout que l'idée circule d'augmenter les impôts, alors qu'Emmanuel Macron a tout de même promis exactement le contraire. Oui, mais ça souvent, il dit des choses et leur contraire, et il nous expliquera en temps voulu. D'ailleurs, à chaque hausse d'impôts, on nous a expliqué ça un peu dans ce pays, c'est que oui, évidemment, on n'avait pas envie d'augmenter les impôts, mais de toute façon, maintenant que vous voyez bien qu'avec la situation, et puis comme ça, personne ne peut rien répondre, puisque la situation est toujours justificatrice de hausse d'impôts, bon, très bien. Mais effectivement, ça bloque. Mais je pense que dans la tête d'Emmanuel Macron, ça bloque peut-être certains arbitrages ministériels, mais je suis pas sûre que ce soit ce qui le traumatise le plus, mais ça bloque surtout l'entrée en campagne des législatives. Et ça, à mon avis, ça l'intéresse beaucoup plus, surtout vu l'élan indiscutable qu'a créé Jean-Luc Mélenchon au début, enfin juste après le second tour. Donc je pense qu'il y a ça. Et après, sur la question, honnêtement, le nom des ministres, je suis pas sûre que ça passionne au-delà du pari qui bruisse, comme vous disiez, de la même manière qu'Elisabeth Borne. En fait, j'ai éclaté de rire quand vous avez donné votre sondage. Non pas parce que le sondage me fasse particulièrement rire, mais il y a un autre sondage qui est sorti immédiatement quand elle a été nommée, disant que la moitié des Français ne la connaissaient pas. Oui. Et par contre, ils ont un avis très précis sur sa capacité à tenir tête à Emmanuel Macron, comme si c'était son job et comme si Emmanuel Macron l'avait choisi pour ça, ou son degré. Posée par le, non, mais justement, c'est ça qui me fait rire. Ou son degré d'autorité. Alors, on peut savoir beaucoup de choses sur Madame Borne, une sorte de ligne par les cabinets qu'elle a acceptés, qui sont évidemment plutôt des cabinets de gauche, donc peut-être on va dire une aspiration. Après, surtout sur les réformes qu'elle a signées, voilà. Mais alors, par contre, son degré d'autorité, je pense que c'est quand même compliqué à savoir. Donc, je pense que c'est beaucoup plus une perception. En effet, on n'a pas très envie de la chatouiller, quoi. Mais donc, voilà, j'imagine que ça doit venir de ça. Mais donc, c'est plus ça qui m'a fait rire. L'avis. Des esprits contrariants auraient justement précisément envie peut-être de la. Ah oui, alors ça peut-être. Vous souhaitiez, David, juste un mot sur le fait que le timing se prolonge et que l'attente se prolonge. Finalement, on rejoue un petit peu le film de la présidentielle. Souvenez-vous, oui, Emmanuel Macron était rentré en campagne le plus tard possible, quasiment à 2 semaines du premier tour. J'exagère à peine. Il en avait fait le minimum. Là, on s'était inquiété depuis des mois en disant attention, cette campagne des législatives va être extrêmement longue, beaucoup plus longue que d'habitude. Il va y avoir 2 mois entre la présidentielle et les législatives. Mais on remarque qu'Emmanuel Macron, en fait, il adopte exactement la même tactique. Il retarde les opérations. Alors, c'est pas forcément de son fait, parce que c'est vrai que c'est compliqué de trouver le bon casting, de jouer à ce jeu de chaises musicales, de faire passer tous les profils à la HATP, la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie publique, politique, publique. Mais en tout cas, ça l'arrange sur le plan tactique, puisqu'une fois de plus, cette campagne, elle va être courte, et que logiquement, plus elle est courte, plus on peut considérer que, comme vous le disiez, le principal adversaire, Jean-Luc Mélenchon, n'aura pas le temps de fructifier ses positions et de faire fructifier son capital politique. Limiter les problèmes qui pourraient se poser avec des candidats qui ne sont pas très bons, voilà, limiter dans le temps. Quand même, hier, il y a un candidat qui a annoncé son retrait sous la pression, après une intervention qui est un vrai fiasco de Stanislas Guerini. Vous me coupez l'herbe sous le pied, c'est cette affaire Jérôme Perra, alors inconnu du grand public. Il fut conseiller d'Emmanuel Macron, investi par la République en marche en Dordogne, malgré sa condamnation en septembre 2020 pour violence conjugale. Il a été débranché hier. Ça l'affichait mal, effectivement, alors que la lutte contre les violences conjugales est quand même censée être la grande cause du quinquennat. Il faut dire qu'il a été nommé conseiller à l'Élysée après sa condamnation pour violence conjugale. C'est quand même ça qu'il faut voir. De qui s'entoure Macron? Il s'entoure d'hommes, et il s'entoure d'hommes condamnés, et d'hommes condamnés pour violence conjugale. Pas tous, un seul. Thierry Solaire, non, ça vous dit 13 chefs d'inculpation? Ça commence à faire quand même. Voilà, il est dans le CELAC. Et Stanislas Guerini qui a essayé de le défendre hier, mais c'était fou. Mais je suis persuadé que c'est un bon gars. Un honnête homme. Il a infligé 14 jours d'ITT.
Quand vous faites casser le nez par un type, vous chopez 3 jours d'ITT. Donc vous imaginez ce qu'il a infligé comme violence. Voilà, c'est encore une fois le fait du prince. Et Macron, c'est le prince qui lève le pouce, le César, qui baisse le pouce, qui aime bien les gens un peu disruptifs. On disait qu'il aimait bien les gens avec des failles parce que ça laissait passer la lumière. Voilà, il décrédibilise les politiques. Alors, vous y allez quand même très très fort, mais malgré tout, bon, il y a ce cas Jérôme Perra qui ne va évidemment pas s'appliquer à l'ensemble des 577 candidats à La République En Marche qui sont actuellement investis. Alors évidemment, il y a des rancœurs au niveau local, parce que dans l'affaire Perra, il y a aussi qu'il a fallu débrancher la précédente titulaire de la circonscription, la sortante, effectivement, qui n'était pas très contente, un peu comme Manuel Valls dans la circonscription des Français de l'étranger. Mais le député au casque qui a failli tuer donc un ancien camarade avec 2 coups de casque, mais il a failli être investi. Et finalement, au dernier moment, après sa condamnation, il a fait appel, il pensait encore être investi. Et finalement, on a balancé Elisabeth Moreno, légitimité 0, voilà, qui a salué son prédécesseur. Je suis désolé. Macron recherche une majorité de godillots. Les doigts sur la couture, il ne récompense pas le travail, il ne récompense pas les gens qui se sont distingués. Et c'est comme ça qu'à Toulouse, on se retrouve encore une fois avec une future candidate investie, voilà, cartomancienne. Je veux dire, mais quelle est la crédibilité quand même de cette majorité? Et en face, vous avez bien sûr les candidats de Mélenchon. Voilà, on parle pas du tout de Le Pen, ils vont faire nombre, mais je pense pas qu'ils vont faire un haut score. Mais voilà, eux aussi ont eu leurs propres problèmes avec les candidats qu'ils ont investis. Voilà, c'est pas sérieux. Il y a le buzz, il y a les habitudes, puis surtout, on récompense l'obéissance. Alors, il y a une enquête, là, un sondage dont je ne sais plus qui l'a fait, mais qui vient de paraître et qui redit ce qu'on avait déjà dit ensemble, je crois, la semaine dernière, à savoir que si les législatives étaient un scrutin national, la NUPES, donc la nouvelle Union populaire emmenée par Jean-Luc Mélenchon, arriverait d'une courte tête devant la République En Marche. Donc, il y a une espèce de tendance quand même qui s'inscrit de manière un petit peu lourde, Charlotte Dornelas. Alors évidemment, ça ne veut dire que ce que ça veut dire, vu que les scrutins sont 577 élections qui obéissent chacune à leur logique territoriale très particulière. Pour certaines, parce qu'il y en a d'autres, à mon avis, où le vote va être très national dans l'esprit des électeurs. Mais il y a des circonscriptions, en effet, avec des enracinements réels où ça changera tout. Mais ce qui est assez incroyable, c'est qu'en 1 mois et demi, même pas, en 1 mois, on aura changé d'adversaire pour Emmanuel Macron du tout au tout. C'est-à-dire que Marine Le Pen arrive au second tour. On a d'ailleurs, c'était assez étonnant parce que... Mais elle aussi rejoue la stratégie du premier tour, celle de la discrétion. Oui, mais là, à mon avis, la discrétion va être un peu plus compliquée à gérer, à mon avis, pour elle, parce que Jean-Luc Mélenchon n'avait pas du tout la même stratégie. Lui, avant le premier tour, il n'avait pas du tout la même dynamique et le même élan. Il n'avait pas créé cette union qui, malgré tout, attire aux urnes, évidemment, des électeurs. Ça, j'ai aucun doute là-dessus. Donc il y a une vraie... Ce qui est assez incroyable, c'est que ça devient un peu illisible sur l'état même idéologique de la population française, parce que il y a quand même là pour le coup chez Marine Le Pen, alors elle n'a pas tellement incarné un discours politique, mais il y a quand même un vieux fond d'appel aux urnes qui lui a une couleur politique inévitablement chez Marine Le Pen. Chez Jean-Luc Mélenchon, c'est très clair aussi sur l'avenir d'une société, ce qu'on veut en faire, toutes les grandes questions, on va dire, qui traversent la société, que ce soit immigration, sécurité. Jean-Luc Mélenchon en parle et on est passé de l'un à l'autre en 1 mois seulement, avec un entre-deux tours où Marine Le Pen n'a parlé que de pouvoir d'achat. Emmanuel Macron a été sur le terrain justement idéologique de Jean-Luc Mélenchon, avec cette histoire de voile et on peut être voilé et féministe, c'était évidemment symbolique, il ne s'est pas tellement penché sur le fond du sujet. Et là, on a un Emmanuel Macron à nouveau absent, un Jean-Luc Mélenchon qui lui essaye de faire advenir la campagne, et Marine Le Pen qui, a disparu. Mais David Revaudol, allez-y. Non, mais ce qui est très intéressant, c'est que Gérard Majac, en fait, c'est pas Marine Le Pen, c'est Jean-Luc Mélenchon qui a réussi un tour de passe-passe extraordinaire, de se présenter d'abord comme candidat non éliminé au 2e tour de la présidentielle, souvenez-vous, le soir du 2e tour, il intervient comme si c'était lui qui avait gagné quasiment, fort, et depuis, effectivement, il truste absolument tout l'espace politique, la dynamique est de son côté, et on ne comprend pas pourquoi Marine Le Pen se fait si discrète. En réalité, il se passe exactement la même chose qu'en 2017, souvenez-vous, Jean-Luc Mélenchon avait totalement phagocyté la place de premier opposant, quasiment pendant la première année, ils avaient un groupe de 15 ou 16 députés, 17 députés, et ils avaient absolument trusté toute l'actualité, tous les combats parlementaires, etc. Et là,
c'est la même chose, mais puissance 5, puisque si j'en crois le sondage que vous évoquiez, avec les réserves d'usage, bien sûr, puisque c'est un scrutin territorial sur 577 micro-territoires. Ça ferait 150. Voilà, on aurait un énorme groupe NUPES, le fameux groupe de l'Union de la gauche, qui donnerait beaucoup de fil à retordre, évidemment. À qui exploserait sitôt après l'élection. Mais c'est ça que j'allais vous dire. Ce qui est frappant, c'est que du point de vue des électeurs, tout ce qui pourrait, tous les lignes de fracture au sein de la NUPES, finalement, ça prend pas tellement dans l'opinion. Alors qu'on sait qu'elles existent. À ce micro, hier, Fabien Roussel, premier secrétaire du Parti communiste, tape très fort sur Éric Piolle, le maire de Grenoble, à propos de l'autorisation du burkini dans les piscines municipales de Grenoble. C'est un sujet de fracture énorme au sein de la gauche, sans parler du nucléaire, qui en est un autre, et on le savait. Mais on a l'impression que dans l'opinion publique, c'est pas tellement un sujet, Fathia. Moi, j'ai l'impression que les Français ont envie d'une cohabitation. Voilà. Ils doivent être nostalgiques de la période avec Jospin on avait gagné la Coupe du Monde, il y avait le plein emploi, c'était très agréable. Et j'ai l'impression qu'ils se disent que pour compenser, contrebalancer Macron, ce serait bien qu'il y ait un système de cohabitation. Parce que si on sort les mesures précises de Mélenchon, mais on n'en voudrait même pas comme gardien de phare. En fait, on a un projet politique qui est radicalement le contraire de celui d'Emmanuel Macron. Point par point, vous prenez, c'est l'opposition. Qui est radicalement contraire de celui d'Emmanuel Macron, mais qui est radicalement différent de celui du PS, qui est radicalement différent de celui de LV, à part sur la haine, ce que les Français veulent. Le rejet du nucléaire. Donc, c'est pas un groupe parlementaire qui va vivre sereinement et pour lequel ça va bien se passer. Et Laurence Rossignol du PS a eu raison de dire qu'Éric Piolle était un crétin absolu d'avoir lancé cette idée, mais c'est simple, il a fait son étude de marché, il a vu comment Mélenchon a remporté de nombreux suffrages et notamment 70% du vote des musulmans en France, et voilà, il a voulu donner un gage et il a fait preuve d'un cynisme absolu. Je vous cite une phrase de Zineb El Razoui qui s'exprime dans le Figaro à propos de l'affaire du burkini à Grenoble. Elle dit: quand le militantisme séparatiste d'une association, Alliance citoyenne, rencontre le clientélisme électoral, et là elle cible Éric Piolle, c'est le vivre ensemble qui recule au profit du communautarisme religieux. Belle phrase. Oui, mais je sais pas, moi je veux bien que... Et elle espère que le communautarisme sera combattu. Je rappelle que Zineb El Razoui a rejoint, a rallié Emmanuel Macron. Ça doit être un peu difficile d'ailleurs. Il n'a pas investi. Voilà. Qui n'a investi personne de cette mouvance-là. Enfin, si une personne a été investie de cette mouvance-là et qui par ailleurs a fait un entre-deux tours après le ralliement de ses profils printemps républicain, on va dire, en tout cas laïque. Je rappelle Zineb El Razoui, ancienne journaliste Charlie Hebdo. Et qui a fait une campagne entre les deux tours qui a dû un peu faire grincer des dents du côté de ces ralliements-là. Parce que moi, je veux bien qu'on s'attarde sur les lignes de fracture que les Français ne voient pas dans la NUP, mais alors que dire de la majorité présidentielle? Parce qu'en termes de rassemblement de gens qui n'ont pas grand-chose à voir sur assez peu de sujets, en fait, on comprend que le dogme, on va dire, qui réunit tout le monde dans la majorité présidentielle, c'est l'intégration européenne. Vous pouvez évidemment trouver un sujet qui réunit tout le monde à gauche. Et c'est évidemment là-dessus que les gens vont se concentrer. Et qu'après, les gens, d'ailleurs, les députés de cette alliance de gauche se déchirent après sur des sujets à l'Assemblée. À la limite, pour les électeurs, peu importe. Voilà, s'ils sont capables de s'entendre sur d'autres. Par-delà la conquête du pouvoir, y a-t-il un projet politique derrière? C'est un peu la question qu'on peut se poser, autant pour la NUPES que pour l'actuelle majorité présidentielle. Merci à tous les trois. Merci. David Revaud-Dallon, Fathia Agag-Boujalat et Charlotte Dornelas. Bonne journée.